Bonjour Fabrice. Ça va, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur du développement durable et qualité chez Bouygues. Vous êtes également président du C3D, à savoir du collège des directeurs du développement durable. Vous êtes donc la personne tout indiquée pour nous parler de RSE, puisque c'est le sujet de cette deuxième partie de Future Business Travel. Quoique, vous n'êtes pas directeur de la RSE. Moi, je n'ai pas toujours compris la différence entre RSE et développement durable. Hein. Pour nous, c'est un peu la même chose quand même. Les RSE, c'est plutôt la responsabilité de l'entreprise pour se développer durablement. Donc c'est embedded, c'est l'un et l'autre sont... Enfin, en fait, la RSE, c'est venu un peu plus tard, parce que c'est venu avec la norme ISO 26000. Ouais. La responsabilité sociétale des entreprises et les directions de développement durable sont antérieures à l'ISO 26000 en réalité, parce que ça date de la fin du Grenelle de l'environnement, le premier, lorsque Sarkozy en 2007 avait lancé ça, là. Et beaucoup n'ont pas changé. Avec Borloo, me semble-t-il. Avec Borloo, avec Chantal Jouanneau. Et aujourd'hui, au C3D, on a les deux dénominations qui cohabitent. Hein. D'ailleurs, le C3D avait été créé à cette époque-là, c'est parce que ça s'appelle C3D, hein, directeur plan durable, alors que la plupart de nos membres sont directeurs de la RSE. Bon, peu importe la sémantique, c'est la même chose. D'accord, alors voilà, le débat lexical est vraiment passionnant, mais alors on va s'arrêter au terme de RSE, puisque c'est celui qui a été présenté dans les programmes. Et alors justement, si le FBT a décidé de consacrer cet après-midi à la RSE, c'est parce que, voilà, c'est le sujet central, celui dont on parle partout, dès l'instant qu'on parle des enjeux qui se présentent aux entreprises. En gros, le discours des entreprises, c'est de dire: ça y est, on a compris, et elles le disent la main sur le cœur, on y va, c'est parti. Est-ce que vous y croyez? C'est sûr que depuis quelques mois, quelques années, le discours est en train de changer. Alors de là à dire qu'on en fait assez par rapport à ce que nous disent les scientifiques, clairement non. Mais on est passé de rien à anecdotique, à la plus importante des choses secondaires, à vraiment maintenant des sujets qui sont mis à l'ordre du jour du comité de direction générale. Donc voilà, le niveau de maturité a quand même notablement évolué, mais par rapport au temps qui nous reste et par rapport aux enjeux, c'est clair que les entreprises n'en font pas assez, pas plus que les États, pas plus que les individus. Donc on est complètement à côté de la plaque là-dessus, il faut en avoir conscience. Si vous avez parcouru rapidement la partie rapport pour décideurs du rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques jours, bon, pour faire court, je ne veux pas vous gâcher la soirée, là, mais enfin, il reste 400 gigatonnes de CO2 à émettre pour l'ensemble de l'humanité d'ici 2100. Bon, 400 gigatonnes, bon, ça ne dit rien à personne. Une gigatonne, c'est 1000 milliards de tonnes. Mais 400 gigatonnes au rythme actuel des émissions de 59 gigatonnes par an, ça veut dire que dans moins de 7 ans, on aura bouffé le budget qui était prévu pour 2100. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les 1,5 degré, c'est mort. Bon, voilà, donc on va être beaucoup plus qu'1,5 degré de réchauffement moyen. Alors vous allez me dire, c'est grave, docteur. C'est pas tant le problème du réchauffement moyen qui pose problème, c'est tous les dérèglements associés au réchauffement qui vont se multiplier et qui vont être de plus en plus importants. Alors les dérèglements, c'est quoi? C'est les méga-feux, les sécheresses, les gels tardifs, la fonte des glaces, etc., qui vont créer un peu un chaos climatique sur la planète avec des zones qui vont devenir invivables. Et voilà, c'est ça en fait que disent le GIEC aujourd'hui. Et ils nous disent, bon, si vous voulez éviter ce bordel, parce que ça va être un sacré bazar, surtout pour notre génération, mais surtout celle pour nos enfants, il faut qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial de 6% par an pendant 70 ans. 6%, c'est ce qu'on a eu en 2020 quand tout s'est arrêté, là, quand vos avions n'ont pas à voler, tout ça. Donc c'est ça, voilà. Et c'est pas que ça ne concerne pas que la France, ça concerne tous les pays du monde, même si en réalité... 10% des émissions, c'est 10% les plus riches qui émettent 50% des émissions. Donc ça nous concerne surtout nous, en fait, nous, c'est-à-dire les pays dits développés, qui émettons plus de la moitié des émissions. Donc c'est nous qui devons faire un effort de reconfigurer nos modèles économiques et surtout revoir nos modes de vie, parce que si on ne le fait pas, ce sera Mariupol. Alors, je sens que depuis que vous avez pris la parole, une certaine légèreté et une certaine bonne humeur envahissent cette salle. Vous jouez le. Je dis la même chose partout. Oui, non, mais ouais. Vous faites bien, certainement. Là, vous êtes pratiquement un lanceur d'alerte. Non, attendez.
Moi, je suis le Greta Thunberg du groupe Bouygues. C'est-à-dire qu'en fait, je ne fais que répéter ce que dit la science. Vous êtes le porte-parole Voilà. du GIEC auprès de votre entreprise? Et c'est d'après vous, et c'est Ouais. d'après, enfin le porte-parole, la courroie de transmission de ce que dit le GIEC auprès de votre oui, entreprise, oui, et d'après vous, c'est ça le je suis- job d'un directeur du développement durable? Je suis même payé pour ça, hein, donc ça me va bien. Vous savez, il y a 3 types de... Grassement? Oui, 33 ans de Bouygues, vous vous rendez compte. Il y a 3 types de collaborateurs, hein, pour moi, dans les boîtes aujourd'hui. J'aime bien raconter cette histoire. Il y a la première catégorie des collaborateurs, c'est ceux qui n'ont pas encore compris le lien entre économie et énergie, et entre énergie et CO2. Voilà, et CO2 et donc économie. Alors ceux qui n'ont pas compris ça, ils sont juste incompétents. Alors qui veut garder des incompétents dans une boîte? Voilà. Moi, le lien que je vois, c'est que plus on utilise d'énergie, plus on gagne de l'argent. Oui, mais c'est ça, c'est ce que je viens de dire. C'est en fait, plus tu pollues, plus tu gagnes de l'argent. En fait, c'est ça que ça veut dire. Mais une entreprise, son but, c'est de gagner de plus en plus d'argent. On va y revenir. Ça s'appelle les solutions, ça. La deuxième catégorie, c'est ceux qui savent très bien que c'est quand même mal engagé tout ça, et que si on ne réduit pas nos émissions, ça va vraiment être de plus en plus compliqué pour l'humanité, mais qui continuent comme avant. C'est la fameuse citation d'Upton Sinclair qui disait « c'est normal pour un cadre ou pour un collaborateur de ne pas comprendre une chose lorsque son salaire dépend qu'il ne comprenne pas cette chose ». Voilà. Alors ça s'appelle des lâches. Voilà, c'est la deuxième catégorie. Donc en fait, ils savent que c'est le bordel, mais on continue comme avant, quoi. Et puis après, la troisième catégorie, il y a ceux qui n'ont plus rien à perdre. Voilà, 58 ans, enfants élevés, plus de prêts, enfin bref, plus rien à perdre. Et ceux-là, ils se disent, j'ai fait 35 ans de travers, j'ai essayé de faire les 4 dernières années dans le droit chemin, quoi. Et puis qui disent la vérité. Parce qu'en fait, on n'a même pas besoin d'exagérer. On n'a même pas besoin d'exagérer, il suffit de lire le rapport pour décideurs. Et c'est presque pire qu'un film d'horreur. Et on n'exagère même pas, c'est la science qui le dit. Alors comme ils n'ont pas trouvé la forme pour le dire, hélas, pour les scientifiques, ce n'est pas des poètes, les scientifiques, c'est juste des scientifiques. Ça fait 40 ans qu'ils disent la même chose, tout le monde s'en fout. Sauf qu'avant, ça ne se voyait pas et maintenant, ça se voit. Parce qu'on arrive à ces fameux seuils d'irréversibilité qui fait que de toute façon, quoi qu'on fasse, il y a 2 raisons de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a une raison morale déjà, pour laisser nos enfants une planète à peu près vivable. Et puis il y a une raison physique qui, de toute manière, quoi qu'on fasse, vu que la planète est ronde, enfin a priori elle est ronde, les ressources physiques dont on a tiré l'essentiel de notre richesse matérielle aujourd'hui, qui sont des ressources fossiles à 83%, eh bien il y en a moins, et il y en aura de moins en moins. Sauf qu'il en reste encore beaucoup trop par rapport à ce que le climat peut supporter. Donc ce qu'il y a dans le frigo, là, c'est imaginez une grosse glace au chocolat, et on n'a pas le droit d'y toucher. Il faut même le laisser là. Mais même si on se dit on va y toucher, on ne va pas y toucher très très longtemps parce que les ressources physiques, c'est-à-dire les flux physiques, notamment pétrole, dans moins de 20 ans, de toute façon, il n'y aura pas assez pour tout le monde, et même largement avant en Europe. Donc cette contraction de l'économie par la contraction des flux physiques, c'est inéluctable. Il ne faut pas sortir Polytechnique pour comprendre ça, c'est inéluctable. Donc soit on reconfigure notre économie vers une économie véritablement bas carbone, alors au-delà des trucs qu'on a vus tout à l'heure, là, mais un vrai truc bas carbone, et puis on a peut-être une chance de s'en sortir, soit on continue comme avant, et puis qui vivra verra. D'accord, c'est-à-dire que vous, là, vous avez parlé de trucs en ce qui concerne les solutions qui ont été proposées par les différents acteurs qui ont parlé lors de la... On allait même à la maison, donc je les connais bien. Ouais, d'accord, très bien. Il y a un cocktail après, hein, vous pourrez faire connaissance avec Fabrice. Je m'en vais avant le cocktail. Ça va être sympa, il va y avoir une bonne ambiance, c'est ça. Enfin. Je m'en fous de convaincre les gens qui sont là, en fait. Hein. J'ai bien compris. Je fais dire ce que j'ai envie de dire. J'ai bien compris. Mais Fabrice, justement, vous, votre rôle quand même, c'est que vos idées, qui sont autre chose que des idées, ou plus exactement, vos idées ont quelques valeurs, puisque ce sont la traduction d'un devoir moral. C'est vous qui venez d'employer cette expression. Eh ben, il faut bien que vous convainquiez vos collaborateurs. Comment faites-vous ? Alors, effectivement, une fois qu'on a donné le constat, et le constat, maintenant, vous le connaissez, il faut essayer de se dire, on a toutes les solutions. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pas, en fait, si on n'arrive pas, ça ne sera pas un problème d'absence de solution, ça sera une absence de décision et de volonté politique, à la fois au niveau des politiques, pour le coup, mais aussi des décideurs d'entreprise. Et puis aussi de faire le deuil d'une certaine façon de vivre
qu'on a connu, dont on a profité, qui nous a rendus partiellement heureux d'ailleurs, pas toujours. Et c'est clair que nos enfants ne vivront pas comme nous on a vécu, sur l'utilisation des transports notamment. Et, ils en feront beaucoup moins, et nos enfants, les enfants encore beaucoup moins. Et il va falloir qu'on fasse le deuil de ça. Alors, pour nous, ça sera un peu plus compliqué de faire le deuil, parce qu'on a connu la gabegie d'avant, et il va falloir qu'on fasse autrement. Donc il y a un phénomène de renoncement quelque part. Mais vos petits-enfants qui vont faire beaucoup moins, ils ne vont pas se souvenir que leurs grands-parents étaient les plus pollueurs de la planète. Et eux, ils ne vont pas être frustrés du monde d'avant parce qu'ils ne vont pas connaître le monde d'avant. Donc c'est pour nous que ça va être un peu compliqué, la mise au régime. Et pour que cette mise au régime soit attractive et pas trop punitive, il faut qu'on invente un nouveau récit du vivre ensemble basé sur beaucoup plus de sobriété. Et faire rimer sobriété avec bien-être, avec santé, avec reconnexion à la nature, avec un nouvel art de vivre qui sera basé sur peut-être travailler peut-être un peu moins, de travailler un peu mieux, de travailler dans des villes qui seront un peu plus vertes, et de faire moins de kilomètres, ça c'est sûr. Et donc il va falloir qu'on réinvente ça. Et certainement qu'on génère le besoin du non-besoin. Parce que de toute façon, il va falloir qu'on réduise nos besoins, qu'on le veuille ou non. J'ai une question intime à vous poser. Ouais. Bouygues, l'entreprise Bouygues, se serait-il doté d'un directeur du développement durable, partisan de la décroissance? J'attendais ça là. En fait, dans cette histoire de transition, il va y avoir des gagnants et il va y avoir des perdants. De dire qu'il n'y aura pas de perdants, c'est quand même pas être très très lucide. Mais même, ce qu'il faut comprendre, ce que moi je dis en interne, c'est qu'il faut qu'on revoie les indicateurs de performance. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise performante? Et pour moi, une entreprise performante, ce que je dis à mes patrons qui comprennent bien ça, c'est que c'est une entreprise familiale, Bouygues, ça ne vous a pas échappé. Ce qui est important surtout, c'est de durer. L'argent, c'est un moyen de la durée. C'est clair qu'une entreprise qui ne gagne pas d'argent, ça ne dure pas très très longtemps. C'est un peu comme toi, si tu arrêtes de respirer, la respiration c'est un moyen de durer, si tu arrêtes de respirer, ça ne va pas durer très très longtemps. Essaye, tu verras, ça ne marche pas très bien. Et est-ce qu'on va en gagner autant dans le monde d'après, sobre en carbone, que ce qu'on gagne aujourd'hui? Je ne crois pas. Et je n'ai pas peur de le dire, parce que de toute façon, ceux qui prétendent le contraire, je ne suis pas à prendre tous les paris. Est-ce qu'on va tous mourir? La réponse est non. Parce que, enfin si à terme si, mais à moyen terme non. Ce qui est important pour les entreprises, c'est de comprendre que le monde d'après sera très très différent du monde qu'on a connu. Et donc il faut flécher nos activités vers des business qui vont être résilients et qui vont pouvoir s'adapter à cette économie sobre en carbone. Il s'avère que le groupe Bouygues, pour beaucoup de nos activités, pas toutes, on l'a pas fait exprès, mais pour beaucoup de nos activités, on sera plutôt du côté des solutions. Isoler les logements. Oui, sans blague, il l'a dit Macron hier qu'il faut isoler les 700 000 logements par an. Ça tombe bien, on sait isoler les logements. On savait faire les épaves thermiques, mais maintenant on saura les isoler, ça tombe bien. Construire des systèmes de transport en commun doux, etc. Ça aussi on sait faire. On a Colas Rail, on a Bouygues Telecom. Donc il y a tout un tas de trucs qui va être très très à la mode dans les 30 ans qui viennent. On est plutôt du bon côté. Donc là, on ne va pas parler de décroissance, au contraire, on va parler d'ultra-croissance sur des secteurs qui sont nécessaires. Par contre, il y a d'autres activités que je ne citerai pas pour ne pas me faire d'ennemis, où là, il va falloir réfléchir à faire autrement. Est-ce que par hasard, le business travel ferait partie de ces domaines dont tu parles? La marche à pied, non. Concrètement, chez Bouygues, en ce qui concerne le voyage d'affaires, quelles mesures ont été prises? Les mesures, c'est qu'on va beaucoup moins voyager. On va plus utiliser des outils électroniques. On a commencé à moins voyager? Ah oui. Le Covid nous a pas mal aidé. Il faut reconnaître que certes. Là, c'est le Covid, le meilleur ami du climat là, sur ce sujet. Donc, oui, on a découvert tous Teams, Zoom, des trucs qu'on ne connaissait pas il y a 3 ans. Là. Et maintenant, on a presque une overdose de ces trucs-là. Mais comme c'est bien, mais c'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas le body language qui passe. Il y a les réunions Zoom quand même, où quand on en a fait 3-4 dans la journée, c'est casse-couille, il faut reconnaître. Et on a quand même besoin. Alors maintenant, donc, on va aller vers des outils de téléprésence, 3D holographique. Alors vous allez me dire, ouais, ça consomme de l'énergie, mais toujours moins que de prendre
des trucs qui consomment plus d'énergie encore. Donc on va faire beaucoup de téléprésence. Et puis maintenant, on va commencer, dès lundi d'ailleurs, à faire notre première réunion métavers. Alors vous allez dire, oh, métavers, ça consomme beaucoup. Non, mais encore, on a fait des calculs de coin de table, parce que nous, on est aidé par Carbone 4, hein, et on voit bien que même le métavers, ça consomme beaucoup, beaucoup moins d'énergie que d'envoyer 10 types à l'autre bout de la planète. Et on se dit, ces nouveaux outils qui sont à notre disposition et qui permettent d'avoir des réunions pratiquement de même qualité qu'en présentiel, parce qu'il y a le body language, il y a le son spatial, il y a tout ça. On va certainement plus utiliser ces outils pour des comités d'engagement, pour des réunions techniques, etc. Alors qu'avant, on était plus tenté de dire on y va. Puis il y a aussi des effets collatéraux positifs qui sont moins de fatigue, moins de temps perdu, moins de coûts associés, etc. Et que je vous mets mon pari que dans les entreprises, on va de plus en plus utiliser ces outils. Il y aura toujours besoin de déplacements physiques, évidemment, mais beaucoup moins. La boucle est presque bouclée puisqu'on a une conférence consacrée au métavers ce matin avait lieu en ces lieux. Je vais terminer sur une question qui, celle-ci est vraiment intime. J'ai cru constater que tu n'étais pas de la génération Y. Grâce à ta fiche LinkedIn, autrement j'aurais été en plein doute. Mais ouais, je t'avais dit de ne pas le dire. Mais et c'est vrai que tu ne fais pas partie de la génération la même que la mienne, hein, je te rassure. J'ai l'impression. Qui n'est pas la... Toi, ça se voit à autre chose, hein. Il est fort agréable. Et c'est vrai que notre génération n'est pas la plus sensible à ces questions-là. Qu'est-ce qui, toi, parce qu'on sent, hein, dans le ton que tu emploies, dans la passion que tu mets vraisemblablement dans ta profession et que tu fais déborder d'ailleurs en étant le président du C3D, qu'est-ce qui, toi, fait que ça te remue les tripes, quoi? Effectivement, je ne suis pas tombé dedans tout petit, hein. Le développement durable, on y vient par opportunité. Ça a été une opportunité pour moi il y a 15 ans, lorsqu'Olivier Bouygues m'a proposé ce poste à la holding de Bouygues SA. Et puis on y reste par conviction. Moi, je venais de la qualité, de la sécurité de l'environnement dans mes précédents postes chez Bouygues. Et puis, la sortie du Grenelle, on a vu, avec Olivier Bouygues, on a vu le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange. Alors déjà, ça nous a secoué un peu. Puis on s'est dit, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, hein, parce que sinon, on va perdre notre license to operate, hein. C'était donc à la sortie du Grenelle. Et en fait, c'est les rencontres que j'ai pu faire. Jean Covici, voilà, quand il n'avait même pas créé Carbone 4, on l'avait déjà rencontré. Philippe Biwix, Gaël Giraud, Alain Grandjean, une quinzaine de scientifiques ou de climatologues qui prêchaient dans le désert pour la plupart depuis 20-30 ans, et puis qui ont commencé à rencontrer le monde de l'entreprise quand l'entreprise a arrêté de faire semblant ou a commencé à s'intéresser à ce sujet. Et à force de lire, à force de suivre des enseignements par ces gens-là, on finit par comprendre. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé à une plus petite échelle lors de la Convention citoyenne pour le climat, où j'étais auditionné à titre d'expert bâtiment par ces gens-là, les 150 Français qui avaient été tirés au sort. Dans ces 150 Français, il y avait une part importante de climato-sceptiques, hein, comme la candidate, la deuxième là, hier, là, climato-sceptiques qui n'étaient pas de mauvaise foi en tant que tels, mais qui, parce qu'ils n'étaient pas informés, considéraient, le réchauffement climatique, il y en a toujours eu, c'est un problème de positionnement de la Terre par rapport au Soleil, enfin des conneries monstrueuses. Et puis ils se sont tapés Valérie Masson-Delmotte, Corinne Lecquéré, Céline Guivarch, pendant des heures et des heures pour comprendre le problème. Et comme c'est des gens qui ne sont pas malveillants, ils ont fini par se rendre compte qu'ils s'étaient trompés dans leur jugement. Et ils ont fini par proposer 150 propositions que même les écolos les plus radicaux n'avaient jamais osé proposer. Alors qu'ils n'étaient pas du tout encartés chez je ne sais pas qui. Parce qu'ils avaient compris. Et moi, je vais vous raconter une histoire. On fait la fresque du climat beaucoup chez Bouygues. On a plus de 5400 collaborateurs qui ont suivi la fresque. Et pourtant, ça fait longtemps que j'en parle, moi, dans l'entreprise, de tous ces sujets. Que ce soit sur les réseaux sociaux internes, externes, etc. Et puis dans les conférences, j'interviens beaucoup. J'ai vu des gaillards, moi, des compagnons, des ingénieurs, des techniciens, hommes et femmes, pleurer à la fin de la fresque. Pleurer à la fin de la fresque. Voilà, une fois qu'on a compris,
Une fois qu'on a compris un pourquoi qui nous fait vivre, on peut supporter tous les comment. C'est ça, donc voilà, c'est un vif plaidoyer pour la formation, l'information, la pédagogie. Quand vous êtes formé sur ces sujets et pas déformé, vraiment bien formé par des gens, lisez la bande dessinée Un monde 120 de Jean Covici, lisez le livre Entreprise contributive, hein, que j'ai coécrit avec Céline Puffardichvili, lisez ce livre aussi, vous verrez. Quand vous lisez ce type d'ouvrage, ou Le bonheur était pour demain de Philippe Biwix, bah, vous ne pouvez pas rester insensible à ça. Et ces gens-là ne font que dire ce que dit la science. En fait, le grand échec de la science aujourd'hui, c'est de ne pas avoir, depuis René Dumont, depuis les années 70, c'est de ne pas avoir su vulgariser ce qu'ils savaient. Ça, c'est leur échec. Bon, c'est comme ça. Les scientifiques ne sont pas des poètes, c'est des scientifiques. Merci Fabrice pour ce témoignage.